J'ai entendu mon mari dire à son ami, je prépare mon plan de divorce pour vraiment la bousiller. J'ai fait semblant de ne rien savoir et j'ai discrètement déplacé tous mes biens. 2 semaines plus tard, juste au moment où il se sentait si suffisant, mon avocat a dit. J'avais le sentiment que mon mari se préparait à mettre fin à notre mariage. J'ai donc discrètement sécurisé mes biens. 2 semaines plus tard, il a entamé une procédure de divorce pour finalement reculer lorsque son plan est tombé à l'eau. Bonjour à tous. Avant de plonger dans l'histoire d'aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de votre soutien. Nous avons remarqué une baisse de l'élan de la chaîne, et appuyer sur le bouton d'abonnement est l'un des moyens les plus faciles de nous aider à continuer. C'est gratuit. Cela prend une seconde et dit. À YouTube, oui, plus de ça. Si ces histoires à combustion lente et pleine de rebondissements vous ont déjà tenu compagnie lors d'une nuit blanche, j'aimerais que vous fassiez partie de cette communauté. D'accord, passons aux choses sérieuses. Je traîne sur ces forums depuis des années. Je suis le genre de personne qui lit les catastrophes des autres comme des contes édifiants et qui pense que cela ne pourrait jamais m'arriver. Mais la vie ne demande pas la permission avant de tourner le mur. Pour être clair, je ne suis pas du genre à tirer des conclusions folles. Je ne suis pas la femme qui voit un appel manqué et commence à élaborer des théories du complot sur le mur de la cuisine. Je suis pratique, je suis prudente, je suis l'amie apaisante. C'est pourquoi ça m'a fait paniquer quand mon instinct a commencé à crier alors que ma logique chuchotait. Encore, tu ne réagis pas de manière excessive. Mon nom est Amanda Clark. J'ai 34 ans, et mon petit ami est techniquement mon mari. Sur le papier, bien que nous nous appelions toujours petit ami et petite amie. Par habitude était Brandon. Nous étions ensemble depuis 6 ans, mariés depuis 4, et pendant la majeure partie de ce temps, nous étions ce couple, le couple que les gens regardaient de travers lors des dîners parce que nous avions notre propre langage, nos blagues intérieures, nos grimaces stupides à travers la table. Ce rythme sans effort où vous n'avez même pas besoin de demander ce que l'autre personne veut. Brandon planifiait les soirées en amoureux aussi. Méticuleusement que s'il mettait en scène une scène de film, réservation, playlist, une petite bougie qu'il prétendait être pour l'ambiance, mais qu'il aimait vraiment me voir sourire. Et je lui rendais l'appareil avec les petites. Attention, son plat à emporter préféré après une semaine brutale, un café. Surprise le lundi matin, les chaussettes exactes qu'il aimait plier sur le linge sale pour qu'il les garde. Cela semblait naturel, comme si nous avions trouvé la clé. Alors, quand les choses ont changé, il n'y a pas eu de feu d'artifice. C'est arrivé comme un brouillard. Il y a environ 6 mois, le changement a commencé, assez subtil pour que, si vous ne faisiez pas attention, vous le manquiez. Mais une fois que vous remarquez le brouillard, vous ne pouvez pas vous empêcher de voir à quel point tout semble plus doux, plus distant, moins réel. D'abord, ce fut son téléphone. Brandon le laissait n'importe où, sur le comptoir, sur le canapé, face visible. Sur la table à manger pendant qu'il prenait sa douche. Nous avions ce genre de confiance paresseuse où si une notification apparaissait, aucun de nous ne sourcillait. Puis, une semaine, son téléphone lui était collé. Dans la salle de bain, le téléphone dans sa poche. En sortant les poubelles, le téléphone dans sa main. Même en faisant la vaisselle, il le posait sur une tasse comme si c'était son co-animateur dans la cuisine. Je l'ai taquiné comme on le fait quand on essaie de garder les choses légères, quoi? Maintenant tu mènes une opération secrète? J'ai ri, en lui tapant sur l'épaule. Il a ri aussi. Trop de travail. Il n'arrête pas de m'envoyer des SMS, a-t-il dit. J'essaie juste de suivre. Cela semblait assez juste. Jusqu'à quelques jours plus tard, il a ajouté un mot de passe. Ça ne devrait pas être un gros problème. Je sais. Les gens ont des mots de passe. Il y a des limites. Mais Brandon n'avait jamais
pris la peine d'en mettre un auparavant, pas une seule fois. Et le truc bizarre? Ce n'était pas le code lui-même, c'était la façon dont il le faisait rapidement. Secrètement, comme s'il ne voulait pas que je voie le motif que son pouce traçait sur l'écran. Quand j'ai demandé avec désinvolture, comme si ça n'avait pas d'importance, il a haussé les épaules. Menace cybernétique, a-t-il dit. Tu sais comment elles sont partout ces jours-ci. Il ne m'a pas regardé dans les yeux en disant ça. Pourtant, je n'ai pas insisté, car je ne voulais pas être cette femme-là. Paranoïaque, la soupçonneuse, celle qui transforme la vie normale en interrogatoire. Mais il ne s'est pas arrêté au mot de passe. Il a commencé à recevoir des appels dans d'autres pièces, et pas discrètement non plus. Son téléphone vibrait, et il faisait ça une petite pause comme s'il calculait si je le remarquerais. Puis il souriait trop fort et disait « Oh, je vais prendre ça rapidement. » Et il disparaissait dans la chambre ou sortait sur le balcon. Comme si notre salon avait soudainement une mauvaise réception. Quand je lui ai demandé qui c'était, il a balayé ça. Juste un ami du travail, juste un gars de mon équipe, juste des trucs. Et puis est venue l'affaire du téléphone face caché. Je ne savais même pas que c'était un signal d'alarme avant que ça n'arrive encore et encore. Table à manger, table basse, coussin de canapé. Son téléphone atterrissait face cachée comme s'il ne pouvait pas risquer qu'un seul mot s'illumine là où je pouvais le voir. Une nuit, j'ai cherché la salière et ma main est accidentellement allée près de son téléphone. Il l'a retiré rapidement. Trop rapidement pour quelqu'un qui ne cache rien. Il n'a même pas réalisé ce qu'il avait fait avant de voir mon visage. Puis il a ri encore, trop vite, et a dit « Désolé, réflexe ». J'ai hoché la tête, mais quelque chose en moi s'est figé, parce que les réflexes proviennent de la peur ou de la culpabilité. Et puis la distance émotionnelle a commencé. Nos conversations étaient faciles. Maintenant, elles ressemblaient à des corvées que nous accomplissions pour que le silence ne nous engloutisse pas. Si je mentionnais l'avenir, notre voyage d'anniversaire, peut-être économisé pour une nouvelle voiture, Brandon hochait la tête vaguement. Oui, on s'arrangera. Puis il changeait de sujet si proprement que c'était comme regarder quelqu'un claquer une porte au naissant. Vraiment la claquer. Tout s'est cristallisé un après-midi où il m'a dit qu'il rencontrait un ami pour prendre un café. Je faisais des courses près de cette zone et j'ai pensé que ce serait bien de le surprendre. Pour redémarrer, comme preuve que nous avions toujours cette étincelle. Alors, je me suis garé devant le café et j'ai figé. Brandon n'était pas à l'intérieur. Il arpentait le trottoir avec son téléphone pressé contre son oreille, la mâchoire serrée, les yeux durs. Il ne ressemblait pas à un homme rencontrant un ami, il ressemblait à un homme finalisant un accord. Je suis resté dans ma voiture. Mes mains étaient sur le volant, mais je ne les sentais pas. Je n'avais pas l'intention d'écouter. Je ne me suis pas penché par la fenêtre. Je ne me suis pas faufilé, mais le vent a emporté des fragments de sa voix, presque. Là. Bientôt un nouveau départ et quelque chose de plus, quelque chose qui m'a fait tordre l'estomac parce qu'il semblait excité, pas heureux, pas soulagé. Excité comme quelqu'un qui peut sentir la ligne d'arrivée. Quand il est rentré. Plus tard, j'ai gardé un ton léger, comment était le café? Je n'ai même pas cligné des yeux. Oh, bien, a-t-il dit facilement. Mon ami se plaignait de ça. Relation. Toujours la même chose. C'était trop fluide, trop répété, comme s'il l'avait pratiqué devant le miroir en rentrant. Je l'ai regardé un battement de cœur de plus que d'habitude. Puis il a fait quelque chose qui semblait être la vraie raison pour laquelle il avait construit tout ce secret. Il a abordé la question de l'argent. Nous devrions consolider nos finances, a-t-il dit, comme s'il suggérait une nouvelle série Netflix. Juste tout organisé en un seul endroit. Compte, mot de passe. Document d'urgence. J'ai cligné des yeux.
Quel genre d'urgence? Ai-je demandé, en gardant ma voix calme, mais mon pouls a commencé à s'accélérer. Il a haussé les épaules. Tu sais, juste au cas où quelque chose arriverait. Si l'un de nous a besoin de faire un grand mouvement rapide, c'est la chose la plus intelligente à faire. Son raisonnement semblait logique, mais sa façon de parler semblait également répétée, trop polie, comme s'il avait été entraîné sur les mots qui sonneraient responsables plutôt que suspects. J'ai hoché la tête. Lentement. Oui, ai-je dit. Ça a du sens. Mais à l'intérieur, mes instincts criaient si fort que je pouvais à peine entendre mes propres pensées. Pourquoi? Maintenant? Pourquoi cette poussée soudaine à simplifier l'argent alors que nous avions toujours été si détendus? Comptes séparés, dépenses partagées, pas de drame. Cette nuit-là, je me suis allongé dans le lit à côté de lui, fixant le plafond. Respirant comme un homme qui n'avait rien à cacher. Le secret autour du téléphone, l'appel au café, la distance, les questions d'argent, ce n'était pas une preuve irréfutable. C'était la façon dont toutes les petites choses formaient un motif, une forme, et cette forme ressemblait à une sortie. Je me suis dit que j'attendrais. Je me suis dit de rester calme, mais au fond, je savais déjà que quelque chose allait arriver. Et si je ne me préparais pas, je serais la dernière personne à le savoir quand il serait trop tard. Le pire de la suspicion n'est pas la peur, c'est le silence dans lequel vous devez vivre. Pendant que vous décidez si vous êtes folle. Pendant les jours suivants, après le discours de Brandon sur Consolidons tout, j'ai continué à faire ce que les femmes comme moi font toujours quand quelque chose ne va pas. J'ai essayé de le normaliser, j'ai essayé d'être calme, j'ai essayé de me convaincre d'ignorer mes propres instincts. Parce que si vous accusez la personne que vous aimez de comploter derrière votre dos et que vous vous trompez, vous ne vous excusez pas. Seulement, vous brisez quelque chose. Alors, j'ai souri, j'ai préparé le dîner. J'ai ri aux moments appropriés. Je l'ai embrassé pour la bonne nuit, comme si mon estomac n'était pas noué. Mais chaque fois que son téléphone vibrait, mes yeux se tournaient vers lui avant que je ne puisse m'arrêter. Chaque fois qu'il se levait et qu'il entrait dans une autre pièce pour prendre un appel rapide, ma poitrine se serrait comme une main qui l'enserrait. Et chaque fois qu'il revenait avec cette expression neutre, comme si rien ne s'était passé, je ressentais à nouveau ce brouillard, cette distance. Ce n'était plus seulement le téléphone, c'était lui. Brandon avait cette habitude quand il était heureux. Il remplissait la pièce. Parlait avec ses mains, se penchait quand je parlais, comme si chaque mot comptait. Maintenant, il semblait ailleurs, comme si son corps était là, mais son esprit était déjà en train de faire ses valises. Une nuit, j'ai essayé de nous ramener à où nous étions. Tu sais, dis-je, en faisant défiler des idées de vacances sur mon téléphone. Notre anniversaire approche. Nous pourrions enfin faire ce week-end dans un chalet, pas de travail. Juste nous deux. Il n'a même pas levé les yeux de la télévision. Oui, a-t-il dit platement et rapidement. On s'arrangera. Puis il a changé de chaîne, juste comme ça. C'était un petit moment, pas de cri, pas de dispute, mais ça m'a frappé. Comme un coup de massue. Parce que quand quelqu'un est toujours investi dans la relation, il ne répond pas à votre futur comme si c'était un inconvénient, il répond comme si cela comptait. Le lendemain, il a de nouveau abordé la question des finances. Pas de façon dramatique, mais avec désinvolture, comme s'il essayait de faire en sorte que cela paraisse normal. Nous étions dans la cuisine. Je coupais des fruits. Le couteau claquait contre la planche à découper selon un rythme régulier, et il était appuyé contre le comptoir, faisant défiler son téléphone comme s'il n'écoutait le monde qu'à moitié. Et, dit-il sans lever les yeux. As-tu pensé à le commander à la banque? Tu sais où sont stockées toutes nos informations de compte? Mots de passe,
relevé de compte, ce genre de choses. J'ai posé le couteau lentement. Mon rythme cardiaque n'a pas augmenté. Il a chuté parce que... Maintenant ce n'était plus une suggestion, c'était de la persistance. J'ai essuyé mes mains sur une serviette en papier, je me suis tourné vers lui et... J'ai délibérément gardé ma voix calme, ferme et contrôlée. La façon dont vous parlez lorsque vous vous forcez à ne pas paraître émotive. D'accord, dis-je. Qu'est-ce qui se passe? Tu es étrangement obsédé par nos finances ces derniers temps. Continue. Il y a quelque chose dont nous devons parler. Il a levé les yeux comme s'il avait été surpris. Puis il a ri à nouveau. Ce rire rapide qui n'atteignait jamais ses yeux. Non, dit-il immédiatement. Non, rien de mal n'arrivera. Je pense juste qu'il est intelligent. Intelligent pourquoi? Demandai-je. Il haussa les épaules, mais ce n'était pas un geste désinvolte. C'était défensif, tendu. Je ne sais pas. Urgence de la vie. Ce n'est pas grave, Amanda. Il y avait le mot Amanda. J'utilisais seulement mon nom complet quand j'essayais de paraître raisonnable, quand j'essayais de diriger une conversation quelque part sans que ce soit évident. Je le regardais une seconde de plus, laissant le silence nous envahir. Puis j'ai hoché la tête. D'accord, dis-je doucement et j'ai laissé tomber le sujet. Non pas parce que je le croyais, mais parce que je voulais voir ce qu'il ferait ensuite. Cette nuit-là, pendant qu'il prenait sa douche. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai regardé la porte de la salle de bain comme si je pouvais entendre la vérité à travers la vapeur. Je détestais ce que je devenais. Je détestais compter les signaux d'alarme au lieu de compter les bénédictions, mais mes instincts n'étaient plus silencieux, ils étaient implacables. Le lendemain, pendant que Brandon était au travail, je me suis connecté à notre compte joint. Je ne l'ai pas fait avec de l'adrénaline, comme dans un film d'espionnage. Je l'ai fait avec une boule dans la gorge, comme si j'étais sur le point de confirmer quelque chose que je ne voulais pas savoir. Au début, tout semblait normal. Loyer, charges, courses, l'habitude. Puis j'ai remarqué les transferts. Pas un seul bloc, des petits, quelques centaines ici, quelques centaines là. Des montants assez petits pour que la plupart des gens ne les remarquent pas à moins qu'ils ne fassent attention. Mais j'étais attentive, et quand j'ai vérifié l'historique du dernier mois, j'ai vu le motif. Tous les quelques jours, des montants similaires, toujours sortant, toujours vers des comptes que je ne reconnaissais pas. Je me suis penché en arrière sur ma chaise en regardant l'écran. Mon esprit a essayé de se remplir d'explications. Peut-être qu'il payait quelque chose, peut-être qu'il aidait quelqu'un, peut-être qu'il préparait une surprise, mais mon estomac ne croyait aucune de ces histoires. Car s'il était innocent, il aurait dit quelque chose. J'ai pris une capture d'écran, puis une autre. Puis j'ai ouvert un dossier séparé sur mon ordinateur portable et je les ai toutes enregistrées là, mes mains bougeant automatiquement. Tandis que mes pensées s'emballaient. Je voulais le confronter. Elle voulait se racler la gorge, claquer son ordinateur portable et faire semblant de n'avoir rien vu. Mais ce conseil de toutes ces années à lire les histoires des autres sur les forums a résonné dans ma tête, si vous les confrontez trop tôt, vous leur donnez le temps de masquer leurs traces. Alors, je ne l'ai pas confronté. J'ai fait quelque chose qui me semblait plus sûr. J'ai appelé une amie de l'université, quelqu'un en qui j'avais confiance. Quelqu'un qui ne bavardait pas, quelqu'un qui ne dramatisait jamais les choses. Pour le divertissement. Elle était avocate maintenant. Et quand elle a répondu, je me suis forcé à paraître normal. Et dis-je, je peux te demander quelque chose? Juste hypothétiquement. Elle n'a pas ri. Elle ne m'a pas ignoré, elle a juste écouté. Je lui ai parlé du secret autour du téléphone, du café, des questions d'argent, des transferts. Au début, j'ai minimisé parce que c'est ce
Que vous faites quand vous avez peur qu'on vous dise que vous êtes paranoïaque? Je ne dis pas que quelque chose se passe vraiment, dis-je rapidement. C'est juste que quelque chose ne va pas. Elle est restée silencieuse un instant. Puis, elle a dit avec précaution, je ne dis pas que je prévois quoi que ce soit. Mais vous n'êtes pas folle de vouloir vous protéger. Une boule s'est formée. Dans ma gorge. Me protéger, comment? Ai-je demandé. Elle a soupiré. Écoutez. Les gens peuvent être amoureux et quand même devenir les quand l'argent est temps. A-t-elle dit. Et si votre instinct vous dit de faire attention, vous devriez. Mieux vaut prévenir que guérir. Elle ne m'a pas dit d'espionner. Elle ne m'a rien dit de faire d'illégal. Elle m'a décrit les étapes juridiques de base, les moyens de sécuriser ce qui était à moi, les moyens de m'assurer que je ne serais pas prise au dépourvu si les choses tournaient mal. En parlant, je sentais deux choses se battre en moi. La culpabilité parce que je voulais toujours croire que Brandon était bon, et la détermination parce que les transferts ne mentaient pas. Après avoir raccroché, je me suis assise dans le salon silencieux. La télévision éteinte et les rideaux à moitié tirés, écoutant le ronronnement du réfrigérateur. Comme si c'était la seule chose stable dans la maison. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, il s'agissait de la vie que nous avions construite. Je n'arrêtais pas de me souvenir de notre nuit de noces, de ses mains aidées. Mienne, de sa voix promettant que nous étions une équipe, et maintenant il me préparait comme si nous étions des adversaires. Cette nuit-là, quand Brandon est rentré, il m'a embrassé sur la joue et m'a demandé ce que je voulais pour le dîner. Son visage était calme, ses yeux stables. Il ressemblait à un homme qui n'avait rien à cacher, et c'est ce qui me terrifiait le plus, parce que soit je devenais folle, soit il le cachait parfaitement. J'ai attendu qu'il s'endorme. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes mains ne tremblaient pas comme dans une scène de film. Elles étaient fermes, presque engourdies, comme si mon corps avait décidé pour moi. J'ai tout sorti, compte, investissement, titre de propriété, tout ce qui portait mon nom. Chaque document lui aurait semblé un pas de plus loin de la femme qui croyait que l'amour suffisait et un pas de plus vers la femme qui comprenait que l'amour n'empêche pas quelqu'un d'essayer de prendre ce qui est à vous. Je n'essayais pas de le blesser, j'essayais de lui survivre. Si mes instincts étaient corrects, j'ai fait une liste. Qu'est-ce qui pouvait être déplacé? Non. À quelle vitesse cela pouvait-il arriver? À quel point discrètement? J'ai marqué une pause, fixant le curseur clignotant sur l'écran comme un battement de cœur. Puis j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire de ma vie. J'ai appelé ma mère. Il était tard, elle a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix épaisse de sommeil. Bébé, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai avalé. J'ai besoin que tu gardes quelque chose pour moi, dis-je, en restant vague. Ce n'est rien de grave, juste une précaution. Il y eut une pause. Le genre de pause où une mère entend la vérité que vous essayez de ne pas dire. Tu vas bien? Demanda-t-elle doucement. Oui, j'ai menti. Je veux juste être prudente. Elle n'a pas insisté. Elle n'a pas exigé de détails, elle a juste dit, bien sûr, tout ce dont tu as besoin. Quand j'ai raccroché, une vague de soulagement m'a frappé si fort que cela a presque ressemblé à de la douleur. Parce qu'avoir autant besoin de sa mère à l'âge adulte signifie que quelque chose dans votre vie s'est brisé. Et vous pouviez sentir la fissure s'élargir. Au moment où Brandon s'est retourné dans son sommeil et a marmonné quelque chose que je ne pouvais pas comprendre, ma liste était complète. Le plan prenait forme, et au fond de moi, je savais que, quoi que Brandon se préparait à faire, je ne pouvais pas me permettre d'être la dernière personne à le savoir. Il y a une étrange clarté qui vient quand vous acceptez une dure vérité. Personne ne vous protégera mieux que vous-même. La nuit où j'ai décidé d'agir n'a pas semblé dramatique. Il n'y avait pas de pluie battante contre les
Fenêtre ou de mains tremblantes sur le clavier comme dans un film. Cela semblait silencieux, trop silencieux, comme le calme que l'on ressent juste avant que quelque chose d'irréversible ne se produise. Je me suis assise à la table à manger avec mon ordinateur portable ouvert, la luminosité de l'écran coupant l'obscurité de l'appartement. Brandon était parti, travaillant tard. J'avais dit ce qui, dernièrement, ne signifiait rien et tout à la fois. J'ai regardé le premier compte de ma liste. C'était l'argent que j'avais accumulé avant lui. Des économies de mes 20 ans, des investissements que j'avais moi-même recherchés. Le filet de sécurité dont j'étais fier parce que cela me racle la gorge signifiait que je n'avais besoin de personne pour survivre. Et pourtant, j'étais là à me demander si l'homme que j'aimais se positionnait pour me le prendre. Les mots de mon amie avocate résonnaient dans ma tête, vous n'avez pas besoin de preuves pour vous protéger. Vous avez besoin de timing. Alors, j'ai commencé par les mouvements les plus propres, ceux qui étaient légaux. Silencieux, défendables. J'ai transféré ce que je pouvais lentement. Méthodiquement, jamais en un seul gros bloc. Assez de mouvements pour être sûr, mais pas assez pour déclencher des alertes ou des questions. J'ai laissé le compte joint intact. Sauf pour les dépenses normales, le loyer était toujours payé, les courses étaient toujours faites. Je n'essayais pas de faire disparaître l'argent, j'essayais de m'assurer qu'il ne disparaissait pas de moi. À chaque email reçu, à chaque confirmation électronique, une douleur sourde s'installait dans ma poitrine. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas de l'excitation, c'était de la douleur, parce que chaque transfert me faisait admettre quelque chose que je n'étais pas prête à dire à voix haute, que le mariage auquel je croyais était peut-être déjà terminé. Et j'étais la seule à faire encore semblant du contraire. Puis vint la maison. Les papiers étaient dans un dossier bien rangé que j'avais à peine ouvert depuis des années parce que je faisais confiance à ce que je n'en avais pas besoin. La confiance vous rend paresseux de la meilleure des manières. Elle vous convainc que le danger est toujours externe, ne dormant jamais à côté de vous. J'ai vérifié chaque page, chaque clause, chaque signature. Et quand j'ai passé l'appel pour initier le changement, en le plaçant sous une structure liée à ma mère, j'ai dû m'arrêter en pleine conversation juste pour reprendre mon souffle. C'est légal, n'est-ce pas? Ai-je demandé doucement, même si je connaissais déjà la réponse. Oui, a dit calmement la praticienne à l'autre bout du fil. Ça a été fait de nombreuses fois auparavant. Cela aurait dû me réconforter. Au lieu de cela m'a rendu triste parce que cela signifiait que ma situation n'était pas unique. Il y avait des gens qui avaient été là où j'étais, ils ressentaient ce que je ressentais, ils aimaient quelqu'un, et pourtant ils avaient encore besoin d'une armure. Au moment où j'ai fermé mon ordinateur portable, mon reflet dans l'écran sombre avait l'air différent au plus vieux, plus aiguisé. Comme quelqu'un qui venait de franchir une ligne invisible. Je n'étais plus la femme qui présumait de bonnes intentions, j'étais la femme qui se préparait aux mauvais résultats. Quand Brandon est rentré plus tard dans la nuit, j'étais déjà au lit. Il s'est glissé à côté de moi, m'a embrassé la tempe et m'a demandé si je voulais regarder quelque chose le lendemain. Bien sûr, dis-je fermement. Il m'a passé un bras autour de moi, détendu, confortable, inconscient, et le poids de cela m'a presque écrasé parce qu'une partie de moi voulait le réveiller et crier. Pourquoi fais-tu ça? Et une autre partie de moi murmurait, parce qu'il pense que tu ne le verras pas venir. Les jours suivants furent un exercice d'acteur. J'ai ri quand je devais. Je lui ai posé des questions sur son travail. J'ai répondu comme si rien en moi ne se réorganisait en quelque chose de plus froid et de plus fort. Brandon, quant à lui, semblait plus léger, pas exactement affectueux, mais soulagé, comme si quelque chose qui l'avait inquiété s'était résolu. Et cela m'a donné la chair de poule. Parce que les gens ne se détendent
Pas à moins qu'il ne croie que le risque est passé. Ce qui ressortait le plus n'était pas ce qu'il disait, mais ce qu'il ne disait pas. Plus de conversation sur les finances, plus de questions sur les documents ou les mots de passe. Le sujet s'est complètement estompé. Au début, je me suis demandé s'il l'avait laissé tomber parce que j'avais résisté. Peut-être pensait-il que ça n'en valait pas la peine, mais j'ai ensuite remarqué les regards, des regards rapides quand il pensait que je ne faisais pas attention. La façon dont elle ouvrait la bouche comme si elle allait dire quelque chose et puis s'arrêtait. On aurait dit qu'il attendait, que je le mentionne, qu'il attendait la permission, qu'il attendait un signe que j'étais toujours la même femme en qui il avait confiance sans question. Je ne lui en ai donné aucun. Ce silence est devenu mon bouclier. Chaque nuit, après qu'il se soit endormi, je vérifiais tout à nouveau. Compte, document, date, signature. Je m'assurais que rien ne pouvait être annulé par une technicité. J'ai confirmé avec ma mère que j'avais chaque dossier, chaque sauvegarde. Ce n'est qu'une précaution, lui répétais-je. Je sais, dit-elle gentiment. Et je suis fier de toi. C'est là que j'ai réalisé à quel point la situation était devenue grave. Les mères ne disent pas qu'elles sont fières quand les choses sont normales. 2 semaines s'écoulèrent ainsi. 2 semaines de normalité troublante. Brandon prépara le dîner une fois. Il plaisanta, me demanda comment s'était passée ma journée, et pendant une demi-seconde, je me demandais si j'avais tout imaginé, si j'avais construit une forteresse contre une menace qui n'existait pas. Puis, un vendredi après-midi, il me demanda de m'asseoir, éteignit la télévision, croisa les mains, et avant même qu'il ne puisse parler, mon estomac se serra. Car certains instincts ne s'estompent pas. Ils attendent. Et je savais, avant qu'il ne prononce un seul mot, que tout ce que j'avais fait dans l'ombre venait de me sauver de ce qui allait suivre. Nous devons parler. Ces 3 mots ne m'ont pas frappé comme une gifle, ils m'ont frappé comme une confirmation. Brandon s'est assis en face de moi sur le canapé avec une posture droite, les mains croisées à la manière des gens qui ont répété quelque chose et ne veulent pas oublier leur réplique. La télévision était éteinte. L'appartement semblait habituellement silencieux, comme si l'air lui-même retenait son souffle. J'ai hoché la tête lentement comme si je venais de dire quelque chose d'ordinaire. D'accord, dis-je. Il a pris une respiration délibérée et mesurée. J'ai beaucoup réfléchi, commença-t-il, à nous, à ma vie, à ce dont j'ai besoin. Voilà. Le langage du détachement, le préambule qui permet à quelqu'un de présenter son départ comme une croissance personnelle plutôt que comme un abandon. Je pense, continua T.L., les yeux fixés quelque part juste derrière mon épaule, que j'ai besoin d'espace. J'ai l'impression de m'être perdu dans ce mariage. Un mariage intéressant, car les mots avaient soudainement de l'importance. Je suis restée silencieuse. J'ai laissé cela remplir l'espace. Les gens vous en disent toujours plus quand vous ne les interrompez pas. Ce n'est pas comme si tu avais fait quelque chose de mal, dit-elle rapidement, puis elle se contredit sans s'en rendre compte. C'est juste que j'ai beaucoup abandonné. Et je ne pense pas que tu aies jamais vraiment apprécié cela. Cela m'a fait mal. Non pas parce que c'était vrai, mais à cause de la confiance avec laquelle il l'a dit. Je mérite mieux, ajouta-t-il d'une voix froide et contrôlée, comme s'il énonçait un fait, pas un sentiment. J'ai senti quelque chose en moi durcir. Pas de la colère, mais de la clarté. Il n'était pas triste, il n'était pas en conflit, il ne se sentait même pas particulièrement coupable. Il était résolu. Et cela m'a dit tout ce que je devais savoir. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas discuté, je ne lui ai pas demandé d'expliquer quel sacrifice il entendait. Parce que je savais déjà que la réponse serait vague. Les gens qui réécrivent l'histoire n'aiment pas les détails. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête.
Si c'est ce que tu veux, dis-je d'un ton égal. Nous allons régler les prochaines étapes. Il m'a regardé. Puis il m'a vraiment regardé pour la première fois cette nuit-là. Il y eut un éclair de surprise dans ses yeux. Il s'attendait à de la résistance, des larmes, des négociations. De la peur. Il n'a rien eu de tout cela. Cette nuit-là, il a fait sa valise. Est parti pour s'éclaircir les idées. Le lundi matin, les papiers sont arrivés. Pas une conversation, pas une dispute, des documents légaux. Je me suis assise à la table de la cuisine avec une tasse de café qui refroidissait dans mes mains. Tandis que je lisais. Ce n'était pas seulement une demande de divorce, c'était une exigence. La moitié de la maison, la moitié de mes économies, mes investissements, la voiture, et une vague demande de pension alimentaire qui n'avait aucun sens étant donné son revenu. Ce n'est pas la douleur qui m'a envahi, c'était l'incrédulité, parce que ce n'était pas quelqu'un qui quittait une relation, c'était quelqu'un qui essayait d'en tirer un avantage financier. Et soudain, chaque moment étrange des 6 derniers mois a pris tout son sens. Le secret, les questions d'argent, l'ami qui l'aidait à voir les choses clairement. Ce n'était pas impulsif, c'était stratégique. J'ai appelé mon avocat cet après-midi. Il n'a pas semblé surpris. Ne réagis pas émotionnellement, a-t-il dit. Laisse-moi gérer ça. Alors, je l'ai fait. Et c'est là que la vraie attente a commencé, celle où vous ne dormez pas bien, où chaque numéro inconnu fait battre votre pouls, où vous rejouez des conversations et réalisez à quel point vous aviez été soigneusement positionné. Quelques jours plus tard, Brandon m'a envoyé un SMS. J'espère que tu comprends. Que ce n'est pas personnel. J'ai regardé le message pendant longtemps. Il a fallu un certain temps avant que je ne verrouille mon téléphone et que je le laisse face contre terre sur la table, car si c'était personnel, c'était aussi calculé. Et la personne que je pensais déjouer stratégiquement avait déjà 3 coups d'avance. Une fois les papiers déposés, Brandon a cessé de prétendre que c'était une question de sentiment. Tout est devenu transactionnel. Il n'a pas demandé comment j'allais, il n'a pas pris de mes nouvelles. Il n'est pas revenu. Avec une nostalgie de minuit ou des arrière-pensées. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a insisté par le biais d'avocats, de délais, de demandes déguisées en justice. C'est là que j'ai su, au-delà de tout doute, que quelqu'un d'autre lui avait chuchoté à l'oreille, car les gens n'apprennent pas soudainement à obtenir un règlement de nulle part. On leur apprend. Le premier indice est venu des médias sociaux. Je ne l'avais pas bloqué, et il ne m'avait pas bloqué. Nous vivions toujours dans cet étrange entre-deux où tout était techniquement poli, mais émotionnellement radioactif. J'ai fait défiler ces photos taguées d'anciens événements, des fonctions de travail, des photos de groupe que je n'avais même jamais regardées auparavant. C'est là que j'ai remarqué Chloé. Elle n'était pas sous les feux de la rampe, ne laissait pas d'émoji en forme de cœur ou de légende coquette. Elle était subtile. Un like ici. Un tu déchires là. Un commentaire sur un post qui n'en avait pas vraiment besoin. Juste assez pour se fondre dans la masse. Juste assez pour être invisible à moins que vous ne cherchiez déjà. J'ai cliqué sur son profil. Travail de service public en marketing depuis environ 3 ans. Élégante, mais pas tapa accent grave l'œil. Le genre de femme qui sait avoir l'air inoffensive tout en plantant des graines de pensée. Et puis je l'ai vue. Une photo qu'elle avait postée des semaines plus tôt, debout. Devant un café. Le même café où j'avais vu Brandon faire les 100 pas sur le trottoir, parlant doucement d'un nouveau départ. Mon estomac s'est serré. Je n'avais aucune preuve, mais je connaissais les schémas, et les schémas ne mentent pas. J'ai contacté une amie en commun, quelqu'un qui connaissait Brandon bien avant moi. J'ai gardé un ton léger, faisant attention de ne pas paraître accusatrice. Et dis-je, as-tu parlé à Brandon dernièrement? Elle a mentionné une amie
qui lui donnait des conseils. Il y a eu une pause sur la ligne. Longtemps. Je ne veux vraiment pas m'impliquer, dit-il rapidement. Je ne sais rien. Puis il a mis fin à l'appel. J'ai essayé une autre amie. Même approche, même résultat. Évasion, défensive, comme si elles avaient toutes été entraînées à dire la même chose. Finalement, j'ai appelé quelqu'un en qui j'avais moins confiance, mais qui appréciait l'honnêteté plus que la loyauté. J'hésite. Puis il a soupiré. Il y a une femme à son travail, dit-il doucement. Chloé. Ils passent beaucoup de temps ensemble. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais elle a été très impliquée. Impliquée, comment ai-je demandé? L'aidant à réfléchir au divorce, dit-elle. Ce qu'il mérite, ce qu'il devrait demander. C'était ça. Ce n'était pas une affaire d'amour, du moins pas encore. Un peu plus froid. Entraînement. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas envoyé de SMS, je n'ai pas exigé de réponse. J'ai fait quelque chose de plus intelligent. Ce samedi-là, je me suis garé à un pâté de maison de son nouvel appartement. Je me suis dit que je ne faisais que confirmer ce que je savais déjà, que je ne le traquais pas. Que je ne perdais pas le contrôle. Attendez. Quelques heures plus tard, la porte s'est ouverte. Brandon est sorti et Chloé l'a suivi. Ils ne se sont pas tenus là. Mains, ils ne se sont pas embrassés, ils n'en avaient pas besoin. Ils marchaient assez près pour que leurs épaules se touchent. Ils se penchaient l'un vers l'autre quand ils parlaient. Des membres de la famille confortables, comme des coéquipiers, sont montés dans leur voiture et sont partis. Je ne l'ai pas suivi. Je n'en avais pas besoin car maintenant je comprenais tout. La distance n'avait pas été de la confusion, elle avait été de la préparation. Les questions d'argent n'avaient pas été par curiosité, elles avaient été par reconnaissance. Et le divorce n'était pas la fin. C'était censé être un lancement pour lui, pour elle, financé par moi. Il pensait que je paniquerais, que je supplierais, que je négocierais par peur. Il n'avait aucune idée qu'au moment où il avait déposé la plainte, j'avais déjà fermé toutes les portes que je comptais franchir. La salle de médiation était plus froide que nécessaire, pas en termes de température, mais émotionnellement. Ce genre de froideur stérile où tout sent l'air recyclé et les mauvaises décisions. Où les gens s'assoient trop droit et parlent trop prudemment parce que chaque mot pourrait leur coûter de l'argent. Brandon est arrivé 10 minutes en avance. Il semblait confiant, pas arrogant, pire que ça, calme, concentré. Comme un homme qui croyait que le résultat était déjà décidé et qu'il était juste là pour le récupérer. Sloan n'était pas là, bien sûr, il n'avait pas besoin d'être là. C'était la partie où elle restait invisible. Son avocat s'est assis à côté de lui avec un dossier assez épais pour être utilisé comme une arme. Il l'a posé sur la table avec un bruit sourd. Le bruit de la préparation. Mon avocat a hoché la tête poliment. Je n'ai rien dit. Quand la médiatrice a donné le signal de commencer, l'avocat de Brandon s'est immédiatement lancé. Il a énuméré les exigences comme si elles étaient raisonnables, voire généreuses. La moitié de la maison, la moitié de mes économies, mes comptes d'investissement, la voiture, et des paiements d'entretien pour maintenir un niveau de vie. J'ai observé Brandon pendant que son avocat parlait. Il ne me regardait pas. Il regardait la table, hochant la tête de temps en temps, la mâchoire serrée. Ce n'était pas émotionnel pour lui. C'était une procédure. Quand son avocat a eu fini, la médiatrice s'est tournée vers nous. Mon client a quelque chose que nous aimerions que tout le monde examine avant de poursuivre, a dit calmement mon avocat. Il a glissé une mince pile de papier sur la table. Pas épaisse, pas dramatique, juste concise. L'avocat de Brandon l'a ramassé en premier. J'ai vu son expression changer par étapes. Confusion,
calcul, puis quelque chose de proche de l'irritation. Qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé en les parcourant. Ces documents montrent le transfert de tous les actifs importants vers un trust légal, a dit mon avocat d'un ton égal. Établi au nom de la mère de ma cliente. Brandon a levé la tête brusquement. Ça? A-t-il lâché? Les transferts ont été effectués des semaines avant la demande de divorce, a poursuivi mon avocat. Ils sont légaux, notariés et irrévocables. La pièce est devenue silencieuse. Pas un silence gênant, un silence dangereux. L'avocat de Brandon lui a jeté un regard. Vous n'avez pas mentionné ça, a-t-il dit sans expression. Brandon a attrapé les papiers, les parcourant plus vite maintenant. Feuilletant les pages comme si se déplacer assez vite allait changer la réalité. Ce n'est pas réel, a-t-il murmuré. Ce n'est pas possible. Puis il s'est tourné vers moi et pour la première fois depuis le début, le masque s'est fissuré. Ses yeux n'étaient plus froids, ils étaient furieux. Tu as planifié ça, Ciséo. Savais-tu que j'allais déposer la plainte et as-tu orchestré ça pour me ruiner? Je n'ai pas répondu car il n'y avait rien à expliquer. Mon avocat a répondu pour moi. Ces actions ont été prises par précaution, a-t-il dit. Aucune loi n'a été enfreinte. Aucun actif n'a été caché. Tout a été fait de manière transparente et dans les limites de la loi. L'avocat de Brandon s'est penché en arrière sur sa chaise, les lèvres fermement serrées. Ça change les choses, dit-il. Oui, ça les change. La médiatrice s'est raclé la gorge. Nous allons devoir faire une pause, dit-elle avec précaution. Les avocats auront besoin de temps pour examiner ces documents. Brandon a claqué les papiers sur la table. C'est incroyable, dit-il, la voix tendue. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça. Je l'ai enfin regardé. Je l'ai vraiment regardé. C'est ce que tu me faisais, dis-je doucement. La réunion s'est terminée peu après. Dans le couloir, Brandon m'a attrapé le bras. Pas assez fort pour laisser une marque, mais assez fort pour marquer le coup. Ce n'est pas fini, dit-il doucement. Tu vas le regretter. Je l'ai regardé. Dans les yeux. La seule chose que je regrette, dis-je, c'est de t'avoir fait confiance. Et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, il a eu l'air effrayé. Les conséquences ne sont pas toutes survenues d'un coup. Elles se sont infiltrées. Au début, elles sont venues sous forme d'appels. Des appels manqués, pour être exact. Mon téléphone s'allumait avec le nom de Brandona. Des heures impaires tôt le matin, tard le soir, entre les réunions au com. S'ils lançaient des fléchettes sur l'horloge, espérant en toucher une quand mes défenses seraient affaiblies. Je n'ai pas répondu. Le premier message vocal était presque amical. Et, on peut parler? A-t-il dit, sa voix basse et mesurée. Je pense que les choses ont été mal comprises. Le second est arrivé. 1 heure plus tard. Je n'essaie pas de te combattre, je veux juste que nous soyons raisonnables. À la fin de la journée, le ton avait changé. Tu n'avais pas à faire ça, a-t-il claqué dans le message suivant. Tu m'as pris au dépourvu. Je les ai supprimés sans répondre. Mon avocat avait été clair, le silence était ma position la plus forte. Tout ce que je disais pouvait être tordu, reformulé ou utilisé contre moi. Brandon n'était pas habitué au silence. Le deuxième jour, les messages volaient sauvagement autour de moi, comme s'ils me lançaient des émotions, espérant que certaines resteraient. Un message vocal semblait tendu, contrôlé, sa voix rauque sur les bords. Il n'y avait pas de larmes ni de faiblesse, juste de la frustration combattant la fierté. Je t'ai soutenu, a-t-il dit. J'ai sacrifié pour toi, et c'est comme ça que tu me rembourses. Un autre est arrivé des heures plus tard, plus acerbe. Tu penses
Que tu es un génie maintenant? Tout ce que tu as fait, c'est démontrer à quel point tu es vraiment égoïste. Puis, tard dans la nuit, un dernier message. Ça n'avait pas à devenir laid. J'ai regardé mon téléphone après ce message, car ce n'était pas devenu laid avant qu'il ne réalise qu'il n'allait pas obtenir ce qu'il était venu chercher. Quand les appels et les messages vocaux ont cessé de fonctionner, le souffle a changé sa stratégie. Il l'a rendu public, non pas publiquement sous la forme d'un effondrement des médias sociaux, mais discrètement, soigneusement, comme les gens le font quand ils essaient de contrôler le récit. Des amis ont commencé à m'envoyer des SMS, ne m'accusant pas directement, juste en sondant. Et, j'ai entendu dire que les choses étaient difficiles. Je ne savais pas que Brandon se sentait si peu apprécié. Je suppose que parfois les gens font des choses drastiques quand ils se sentent acculés. Acculé comme s'il était la victime. Je ne me suis pas défendu, je n'ai pas donné d'explication, je n'ai pas contré les messages avec des captures d'écran ou des chronologies. Je les laissais parler parce que le problème avec les histoires construites sur des demi-vérités, c'est qu'elles s'effondrent face à des questions fondamentales. Et en effet, elles l'ont fait. Les gens lui ont demandé pourquoi les papiers de divorce étaient si agressifs s'il s'agissait simplement d'espace. Pourquoi les demandes étaient-elles si précises si cela n'avait pas été planifié? Pourquoi les finances comptaient-elles tant si tout ce que je voulais, c'était la liberté? Les réponses ne correspondaient pas. Alors il a pivoté. L'histoire a encore changé. Maintenant, c'était un malentendu. Puis un avertissement. Puis, incroyablement, un test. J'avais juste besoin de voir si Amanda se battrait pour le mariage, m'a dit quelqu'un, répétant ces mots comme s'ils avaient un sens. Un test présenté par des avocats avec des exigences et des délais. Les gens n'y ont pas cru. Pas longtemps. Plus il parlait, plus il paraissait mauvais. Et puis, juste au moment où la pression commençait à se refermer sur lui, mon téléphone a vibré avec un message qui a tout changé. Ce n'était pas celui de Brandon, c'était celui de David. Nous n'étions pas très proches. Amical, oui, fiable peut-être, mais ce n'était pas quelqu'un qui s'impliquait dans les drames. J'ai quelque chose que vous devez voir, disait le SMS. Nous pouvons parler. Ma poitrine s'est serrée. Non pas de peur, mais d'anticipation, car quelque chose me disait que ce n'était pas juste une autre opinion. C'était des preuves. Nous nous sommes rencontrés 2 jours plus tard et quand il a glissé son téléphone sur la table, j'ai compris pourquoi la confiance de Brandon s'était évaporée si rapidement. Certains mensonges ne s'effondrent pas, ils explosent. David n'a rien dit au début. Il a juste glissé son téléphone sur la table et a regardé mon visage au lieu de l'écran comme s'il se préparait à l'impact. Qu'est-ce que je regarde? Ai-je demandé, même si ma poitrine s'était déjà serrée. Il lui a tout raconté à voix basse. J'ai glissé et à chaque glissement, la pièce est devenue plus froide. Ce sont des messages entre Brandon et Chloé. Ils n'étaient pas vagues, ils n'étaient pas des insinuations, ils n'étaient pas ouverts à l'interprétation, ils étaient stratégiques, calculés. Cruels de la manière dont les gens deviennent quand ils cessent de voir quelqu'un comme une personne et commencent à les voir comme une ressource. Un message de Brandon disait, elle a des doutes. Je pense qu'elle se doute de quelque chose. Chloé a répondu, alors tu dois pousser le récit plus fort. Fais-la se sentir coupable. Rappelle-lui ce qu'elle a abandonné. Elle te doit. Ma gorge est devenue sèche. Un autre message quelques jours plus tard, une fois l'accord finalisé, nous aurons ce dont nous avons besoin. J'ai juste besoin qu'elle signe. La réponse de Chloé est venue rapidement, reste forte. Ne recule pas. Tu mérites la moitié et plus. Nous allons repartir de zéro une fois que tu auras l'argent. J'ai fixé l'écran, mes mains parfaitement immobiles.
Ce n'était pas une explosion émotionnelle. Ce n'était pas deux personnes qui se soutenaient pendant une rupture. C'était une stratégie de jeu. Chaque moment gênant, chaque réplique répétée, chaque question financière, tout avait été orchestré. David a expiré lentement. Il n'a pas voulu y croire au début, a-t-il dit. Mais un gars que je connais, a entendu Chloé se vanter de la façon dont elle aidait Brandon à assurer son avenir. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre ce que cela signifiait. Alors comment as-tu eu ça? Ai-je demandé. Ma voix lointaine, même pour mes propres oreilles. Elle les a envoyés, a dit David, à quelqu'un en qui elle avait confiance, quelqu'un qui commençait à être dégoûté par ça. Il ne voulait pas avoir de sang sur les mains. J'ai hoché la tête. Je ne tremblais pas, je ne pleurais pas. Je me sentais vide, comme si toute partie de moi qui voulait encore croire qu'il y avait un malentendu avait finalement été retirée. Tu sais ce qui fait le plus mal? Ai-je demandé. Doucement. David a secoué la tête. Ce n'est pas qu'il voulait partir, ai-je dit. C'est qu'il avait prévu de me détruire en partant et qu'il pensait que je ne le remarquerais pas. David a baissé les yeux. Je suis désolé, a-t-il dit. Tu ne méritais pas ça. Je l'ai remercié, lui ai rendu son téléphone, et je suis restée assise là longtemps après son départ, juste en respirant. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait une seule fois depuis que tout cela avait commencé. J'ai laissé la vérité circuler. Je ne l'ai pas posté en ligne. Je n'ai pas posté de capture d'écran avec des légendes. Je n'en avais pas besoin. Je les ai partagées en privé, soigneusement, avec les personnes qui comptaient, avec les personnes qui avaient été confuses, neutres ou silencieusement sceptiques. L'effet a été immédiat. Les mêmes amis qui m'avaient dit d'être raisonnables ont cessé d'envoyer des messages. Ceux qui avaient répété l'excuse du test de Brandon sont restés silencieux, et les personnes qui avaient été indécises ont finalement choisi un camp, le sien. Mais pas celui qu'ils voulaient. La rumeur s'est répandue plus vite que prévu. Car quand les gens voient des preuves, ils n'ont pas besoin de persuasion, ils relient les points eux-mêmes. L'avocat de Brandon a contacté le mien en quelques jours. Le ton avait changé. Plus d'exigence, plus d'ultimatum, plus de confiance, juste de la logistique. Les réclamations ont été retirées. Le langage agressif s'est adouci. Le combat avait pris fin avant même d'atteindre les tribunaux. Elle a disparu. Ses comptes de médias sociaux sont devenus inactifs. Son nom a cessé d'être mentionné. Sa présence s'est évaporée dès qu'il est devenu clair qu'il n'y avait pas d'argent qui l'attendait de l'autre côté. De l'autre côté du couloir. Je ne serais pas surprise s'il avait cru à son propre fantasme jusqu'au moment où il s'est effondré. Brandon a essayé de me contacter à nouveau après ça. Les messages n'étaient plus en colère, il n'était plus menaçant, il était désespéré. On peut juste parler? J'ai fait des erreurs. Tu n'as pas à me pardonner. J'ai juste besoin que tu m'écoutes. Je n'ai pas répondu car il n'y avait plus rien à entendre. Certaines trahisons ne se terminent pas par des cris ou des confrontations dramatiques. Elles se terminent par le genre de silence qui s'installe quand la vérité a enfin fait son œuvre. Note, à partir de là, le fichier original répète la scène finale. J'ai traduit la répétition pour maintenir la fidélité à votre texte de base. David n'a rien dit au début, il a juste glissé son téléphone sur la table et a regardé mon visage au lieu de l'écran comme s'il se préparait à l'impact. Qu'est-ce que je regarde? Ai-je demandé, même si ma poitrine s'était déjà serrée. Il lui a tout raconté à voix basse. J'ai glissé et à chaque glissement, la pièce est devenue plus froide. Ce sont des messages entre Brandon et Chloé. Ils n'étaient pas vagues, ils n'étaient pas des insinuations, ils n'étaient pas ouverts à l'interprétation, ils étaient stratégiques, calculés,
cruel de la manière dont les gens deviennent quand ils cessent de voir quelqu'un comme une personne et commencent à les voir comme une ressource. Un message de Brandon disait qu'il avait des doutes. Je pense qu'il se doute de quelque chose. Chloé a répondu. Alors tu dois pousser le récit plus fort. Fais-la se sentir coupable. Rappelle-lui ce que tu as abandonné. Elle te doit. Ma gorge est devenue sèche. Un autre message quelques jours plus tard, une fois l'accord finalisé, nous aurons ce dont nous avons besoin. J'ai juste besoin qu'elle signe. La réponse de Chloé est venue rapidement, reste forte. Ne recule pas. Tu mérites la moitié et plus. Nous allons repartir de zéro une fois que tu auras l'argent. J'ai fixé l'écran, mes mains parfaitement immobiles. Ce n'était pas une libération émotionnelle. Ce n'était pas deux personnes qui se soutenaient pendant une rupture. C'était un manuel de stratégie. Chaque moment gênant, chaque réplique répétée, chaque question financière, tout avait été conçu. David a expiré lentement. Je n'ai pas voulu y croire au début, a-t-il dit. Mais un gars que je connais, a entendu Chloé se vanter de la façon dont il aidait Brandon à assurer son avenir. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre ce que cela signifiait. Et comment as-tu eu ça? Ai-je demandé, ma voix lointaine, même pour mes propres oreilles. Elle les a envoyés, a dit David, à quelqu'un en qui elle avait confiance, quelqu'un qui a commencé à être dégoûté par ça. Il ne voulait pas avoir de sang sur les mains. J'ai hoché la tête. Elle ne tremblait pas, elle ne pleurait pas. Je me sentais vide, comme si toute partie de moi qui voulait encore croire qu'il y avait un malentendu avait finalement été retirée. Sais-tu ce qui fait le plus mal? Ai-je demandé à voix basse. David a secoué la tête. Ce n'est pas qu'il voulait partir, ai-je dit. Il a planifié de me détruire quand je suis parti et il pensait que je ne le remarquerais pas. David a baissé son regard. Je suis désolé, a-t-il dit. Tu ne méritais pas ça. Je l'ai remercié, lui ai rendu son téléphone, et je suis restée assise là longtemps après son départ, juste en respirant. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait une seule fois depuis que tout cela avait commencé. J'ai laissé la vérité circuler. Je ne l'ai pas posté en ligne. Je n'ai pas posté de capture d'écran avec des légendes. Je n'en avais pas besoin. Je l'ai partagé en privé, soigneusement, avec les personnes qui comptaient, avec les personnes qui avaient été confuses, neutres ou silencieusement sceptiques. L'effet a été immédiat. Les mêmes amis qui m'avaient dit d'être raisonnable ont cessé d'envoyer des messages. Ceux qui avaient répété l'excuse du test de Brandon sont restés silencieux, et les personnes qui avaient été indécises ont finalement choisi un camp. Le sien, mais pas celui qu'ils voulaient. La nouvelle s'est répandue plus vite que je ne l'avais prévu. Parce que quand les gens voient des preuves, ils n'ont pas besoin de persuasion, ils relient les points eux-mêmes. L'avocat de Brandon a contacté le mien en quelques jours. Le ton avait changé. Plus d'exigence, plus d'ultimatum, plus de confiance, juste de la logistique. Les réclamations ont été abandonnées. Le langage agressif s'est adouci. Le combat était terminé. Avant même d'atteindre les tribunaux. Iko, elle a disparu. Ses réseaux sociaux sont devenus silencieux. Son nom n'était plus mentionné. Sa présence s'est évaporée dès qu'il est devenu clair qu'il n'y avait pas d'argent qui l'attendait de l'autre côté. Je ne serais pas surprise si elle avait cru à ça. Propre fantaisie jusqu'au moment où elle s'est effondrée. Brandon a essayé de me contacter à nouveau après cela. Les messages n'étaient plus en colère, plus menaçants, ils étaient désespérés. On peut juste parler? J'ai fait des erreurs. Tu n'as pas à me pardonner. J'ai juste besoin que tu écoutes. Je n'ai pas répondu parce qu'il n'y avait plus rien à entendre.
Certaines trahisons ne se terminent pas par des disputes ou des confrontations dramatiques. Elles se terminent par le silence qui s'installe quand la vérité a enfin fait son œuvre.